Bonjour à tous. Des partis politiques dissous par ici, un ancien président condamné pour enrichissement illicite par là-bas, plus loin des journalistes envoyés au front pour avoir critiqué l'action du gouvernement, des partis politiques ou personnalités politiques empêchées d'aller aux élections, des femmes battues, violentées ou violées. Les droits humains en Afrique présentent une physionomie pas du tout plaisante, où les acteurs politiques et institutionnels sont loin de se définir des limites et l'essentiel à respecter. Les choses semblent plus flagrantes dans les pays où les militaires sont au pouvoir. Après les ONG, les syndicats et même les acteurs religieux, c'est au tour des partis politiques d'être suspendus au Mali, à Bamako. Mais les choses ne sont pas si loin de l'État au Mali, même dans les pays dits en démocratie avec des civils élus au pouvoir. Quelles peuvent être les causes de cet état de choses? Comment restaurer les droits humains? On en parle donc sur ce rendez-vous hebdomadaire, ce qu'il fallait démontrer. Bienvenue à tous. Bonjour Anissé Karosoke. Bonjour Tanguy. Le Mali va un peu plus loin, hein? Après donc, je dois dire, les ONG, après, mettons les syndicats et même des acteurs religieux. Je me rappelle la misère qu'on a fait à ce grand leader religieux ces derniers temps. C'est tout maintenant des partis politiques de subir un peu, je dois dire, le dictat des militaires au pouvoir. Le Mali va un peu plus loin. Oui, le Mali fait un pas un peu plus loin comparativement aux autres États, mais je pense que les autres vont naturellement suivre, parce que je vous l'avais prédit ici sur ce plateau que lorsque un régime militaire reste au pouvoir pendant un certain nombre d'années, il n'y a rien à faire, la dictature s'installe. La dictature s'installe parce qu'il y a des gens qui commencent à contester, des gens qui commencent à protester par rapport à certaines décisions, des gens qui commencent à trouver que l'état des droits humains avant le coup d'État était quand même meilleur malgré tout et qu'on devait revenir un peu à ses fondamentaux. Donc, je pense que c'est ce qui a commencé à se passer dans ces pays-là avec une pointe au Mali où récemment nous avons vu des contestations dans les rues organisées par des partis politiques et la société civile. Donc, c'est pour ça que déjà les syndicats ont été mis sous boisseau, ensuite ça a été les ONG, puis les médias et aujourd'hui les partis politiques. Nous allons vers un musellement de la société et c'est l'État qui correspond à la gouvernance d'un gouvernement militaire. Oui, il ne faut pas se surprendre peut-être parce que ce sont des militaires, comme vous le dites, mais sur ce plateau aussi, on a fait le débat. Hein? Est-ce que la démocratie telle qu'elle est, je dois dire présentée, telle qu'elle fonctionne sur le continent, est vraiment le modèle de gouvernance qui convient justement à ces États qui ont besoin de travailler, de mettre leurs citoyens au travail? Bon, il y a des aspects de la gouvernance sous la démocratie qui sont incontestablement valorisants pour les citoyens. Et il y a aussi des aspects qui paraissent en réalité chimériques parce que vous verrez que les puissances d'une certaine région du monde nous ont imposé une certaine façon de fonctionner qui n'est pas tout à fait indiquée en tenant compte de nos réalités endogènes. Et ça fait que nous sommes un peu comme dans une kermesse qui ne dit pas son nom et ça plombe les décisions qui sont prises par les gouvernants parce que dans la sphère politique, on a un peu de temps pour faire de la distraction, pour se tirailler et pas toujours pour les bons objectifs, c'est parfois pour des raisons d'intérêt personnel et de groupe. Tout ça constitue de la distraction et un pouvoir qui est concentré sur un programme cohérent a toujours du mal à s'accommoder de cette distraction-là. Et ça entraîne, par-ci et par-là, des restrictions de liberté. Et bon, on peut dire que c'est une mauvaise chose en soi, parce que lorsqu'on a déjà goûté à la liberté, c'est quand même difficile de se retrouver coincé dans une situation on va dire de contrainte. Mais tout cela provient en réalité de ce que j'avais appelé greffage qui ne prend pas. Vous voyez, parce que en fait, nous appartenons à une culture, nous appartenons à des traditions qui donnent de la valeur aux droits d'aînesse, qui donnent de la valeur à la chefferie, qui donnent même un caractère sacré à la royauté.
Et nous avons été moulés dans ça. C'est ce que nous sommes. Et puis, sans grande transition, on nous a amené un système qui libère l'homme complètement. Mais c'est qu'à l'intérieur de ce système, il est dit que lorsque le citoyen, en toute liberté, peut insulter le président sur la place publique et peut le faire impunément, alors tout va bien. Tout va bien lorsque le citoyen peut en toute impunité mettre le président de la République au centre du village et le traiter comme une serpillière. Vous voyez, ça fait deux réalités antinomiques et je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de préparation pour passer de l'une à l'autre des étapes parce qu'en réalité, c'est ce que nous avons fait. Nous avons passé complètement les réalités d'hier à la trappe en embrassant d'autres réalités qui ne sont pas forcément les nôtres et sans préparations initiales. Ça fait que le citoyen est un peu perdu. Tantôt, tout le monde est content qu'il y ait la démocratie et tantôt, tout le monde applaudit quand on met la démocratie sous boisseau parce que il paraît qu'une enquête récente a montré que par rapport à ce qui se passe au Mali, 80% de la population est bien heureuse, bien contente. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que les citoyens même ne comprennent pas bien. C'est où est-ce que nous allons et comment nous y allons. Ça, on ne s'accorde pas là-dessus. Il n'y a que les hommes politiques qui définissent leur plan, qui se battent autour pour se remplacer les uns les autres à des fauteuils, en faisant des jeux de chaises musicales. Et puis, le citoyen, lui, à la fin, se pose la même question. Hier, c'était les militaires, on n'a pas eu satisfaction. Les civils sont venus. C'est vrai que nous avons la liberté de parler, d'aller, de venir, mais à la fin, ça n'avance pas vraiment. Et quand les militaires reviennent prendre le pouvoir, les civils se disent encore, ben, Dieu merci, on espère que ça va aller cette fois-ci un peu mieux. Donc, ce qui se passe au Mali est symptomatique des problèmes qui se posent à la démocratie sur le continent africain. Et je pense que plutôt que de trouver que les Maliens, les Nigériens ou les Burkinabés font mal, je pense qu'au lieu de leur trouver tort, nous ferions mieux de chercher à comprendre les raisons fondamentales pour lesquelles, chez nous, je veux dire sur le continent, la belle démocratie qui est exercée partout avec beaucoup de bonheur, se trouve en difficulté. La question c'est déjà quel est le modèle de gouvernance qui convient. On a discuté là-dessus. La démocratie, ce n'est vraiment pas ce qui reflète un peu nos origines et notre conception du pouvoir et du vivre ensemble en société en Afrique. Mais quand on y a goûté, en principe, 30 ans après, on a fait se succéder 3 générations à la limite. Les réalités doivent avoir changé. Pourquoi est-ce que ça peine comme ça à s'ancrer, je dois dire, dans le quotidien et dans la mentalité des gens, alors que ça se fait autour d'eux aussi, parce qu'on a désormais une planète qui est comme un petit village où on se partage les réalités, on est si proches les uns des autres. Oui, et il y a une certaine élite qui est allée étudier à l'étranger. Absolument, et qui est revenue quand même avec de nouvelles idées. Et qui a la tête emplie de ce qu'ils ont vu ailleurs. Mais cette élite a la parfaite maîtrise de ce qui se fait ailleurs et même a fait des agrégations, des études jusqu'à l'agrégation pour décrire et expliquer ce qui se passe ailleurs. Mais cette élite ne connaît même pas la réalité endogène. Cette élite n'a pas fait d'études approfondies sur les réalités endogènes. Ce que nous sommes. Ils avaient besoin de faire des études. Absolument. Ils sont issus de ce produit-là. On dit que le séjour du tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Ils ont grandi dedans. Et avant d'aller étudier, en principe, ils n'ont pas besoin de faire d'études outre mesure pour savoir qui ils sont. Mais quand ça paraît naturel, on pense que ce n'est pas nécessaire d'étudier ce qui paraît naturel. Mais en réalité, il y a une étude approfondie à faire. Parce que quand vous allez étudier, c'est pour un but précis. Et quand vous comprenez le mécanisme, toute votre vie durant, vous pensez que votre rôle dans la société est d'implémenter ce que vous êtes allé étudier. Vous voyez, quel que soit le terrain sur lequel vous faites cette expérience-là. Mais nous avons des réalités. Quand vous prenez le plan de la religion, par exemple, de la culture, par exemple, pendant un certain nombre de décennies, nous avions pensé que la culture de chez nous était à jeter à la poubelle. Nous avions pensé que nos traditions étaient à jeter dans les WC. Quand on était un cadre, bon teint, formé par les prêtres catholiques et le système catholique qui formait tout le monde, on ne pouvait pas
se permettre de se faire photographier dans un environnement où la culture indigène s'exprimait. Mais progressivement, vous voyez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce que nous sommes est en train de recommencer à s'imposer tout doucement. Parce qu'on ne peut pas effacer ce qui est dans notre ADN. On ne peut pas l'effacer parce qu'on a vu quelque chose ailleurs et qu'on veut transposer sur notre culture. Ce que nous sommes finit toujours par s'exprimer. Et c'est ça qui est le problème. Même sur le plan politique, c'est ça le véritable problème. Ce que nous sommes finit toujours par transparaître dans notre façon d'implémenter la démocratie. Parce que même quand vous prenez les hommes politiques qui sont chargés de faire en sorte que notre pays fonctionne, parce que c'est le personnel politique qui s'assoit, qui conçoit, qui dirige, leur façon de fonctionner même est fortement impactée par ce qu'ils sont à l'origine. Et c'est ça qui fait que nous avons à la tête de nos pays des présidents qui se comportent parfois comme des dictateurs. Parce que c'est ça qui est dans notre ADN. Le chef, c'est le chef. Et on ne peut pas changer ça parce qu'on a amené des textes nouveaux pour édulcorer. Donc, notre nature ne conçoit pas que le chef ne soit pas le chef. Et le chef ne conçoit pas que le chef qu'il est ne soit pas reconnu comme tel. Les fonds disent mais quand vous êtes dans un rôle de chef, on a beau dire démocratie, c'est que en face de vous, vous avez des sujets. Hein. C'est un peu ce qui se passe. Et ça fait que il y a beaucoup de tiraillements dans le processus de démocratie. Il y a beaucoup de frictions et on se polarise sur ces frictions en oubliant que la finalité de tout cela, c'est de faire avancer le pays. Oui, on ne peut pas retourner, je dois dire, à nos amours anciennes, à savoir mettre à la tête de nos États, je dois dire, des rois qui ont tous les pouvoirs et qui décident de tout à la fois. Les temps ont changé. On ne peut même plus imaginer ça, ce n'est plus possible. Mais nous devons tenir compte des réalités qui font que quand on fait un coup d'État, il y a beaucoup de gens qui applaudissent. C'est une régression. Est-ce que nous sommes en train de retourner à 30 ans en arrière? Est-ce que dans la joie spontanée qu'on voit chez les jeunes, ce n'est pas peut-être l'espoir de voir de jours nouveaux se lever qui font réagir? Mais quand ça dure... Même quand ils ne sont pas sûrs qu'il y aura du nouveau demain. Mais quand ça dure 5 ans, ce n'est plus spontané. Quand ça dure 5 ans, c'est que quelque part, on a eu un ras-le-bol total de ce qui s'est passé récemment. Et ce qui s'est passé récemment, c'est quoi? C'est les querelles des hommes politiques. Ce n'est que ça. Les querelles inutiles des hommes politiques qui pensent chacun, peut-être en son fond intérieur, être un bon patriote et travailler pour le bien de la nation, mais le résultat de tous les crocs en jambes qui se font, le résultat de toutes leurs chamailleries, c'est que le pays se porte mal et que le citoyen n'a pas son compte. Donc, il y a quelque chose à corriger. Mais ce quelque chose, ce n'est pas en retournant à 30 ans en arrière qu'on trouvera la solution, c'est de prendre en considération ce que nous avons aujourd'hui et de voir où ça cloche. Et peut-être d'essayer d'arranger les choses, principalement chez nous où nous avons encore la possibilité de tenir le bon cap. Alors, on a quand même je dois dire, des constats qui nous imposent de croire que l'absence de respect des droits humains, je dois dire, est une condition fondamentale pour réaliser des choses au profit donc de l'avancée des pays. Prenons le cas du Bénin où quand même avec l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, certains droits des travailleurs ont quand même été davantage contrôlés, limités, etc. Ailleurs aussi, on a quand même vu, notamment sur des pays, au niveau des pays où c'est la dictature qui prévalait, que des choses ont été relativement réalisées. Est-ce que ce chemin, ce n'est pas ça que le Mali est en train d'emprunter? Est-ce que c'est sûr qu'on aura aussi des réalisations, tout au moins physiques, avec ce qui se passe au Mali? Ah ben, je ne sais pas, on verra avec le temps ce que ça donnera, mais je pense que leur modèle de gouvernance, ce n'est pas la démocratie. C'est clair. Leur modèle de gouvernance, c'est ce qui se passe en Russie. Et ce qui se passe en Russie, c'est que le citoyen est pratiquement conditionné pour obéir sans contester, et sans réfléchir même. Et ça produit quand même du résultat, puisque la Russie est un grand pays.
Mais quelque part peut-être aussi, pas forcément à cause du nombre qu'ils sont, peut-être pas forcément à cause des ressources, mais parce que quelque part, il y a quand même eu beaucoup de travail dans la discipline et peut-être même dans le sacrifice. Et il n'y a pas que ça. Quand vous regardez partout dans le monde, je pense qu'il n'y a que sur notre continent que la question des droits de l'homme est considérée comme une condition presque sine qua non pour être considéré comme un pays sérieux. Parce qu'en Corée, au Japon, en Chine, les droits de l'homme, ça n'a pas beaucoup d'importance. Aujourd'hui, la Turquie est en train de réunir l'Ukraine et la Russie pour essayer de trouver une solution à leur problème. La Turquie n'est pas un pays où les droits de l'homme sont particulièrement respectés. Les pays arabes. Il n'y a pas de question de droits de l'homme. Si vous allez en Syrie, où le dirigeant est maintenant reçu en grande pompe en France, ce n'est pas un pays des droits de l'homme. Si vous allez en Israël, où aujourd'hui on écrase complètement ce qui peut être, comment dire, tout ce qui peut bouger, dans la bande de Gaza. Bon, enfin, quand vous regardez tout ça, les droits de l'homme, il n'y a qu'en Afrique en réalité qu'on se focalise là-dessus parce que certaines personnes nous mettent dans la tête que c'est la seule condition pour aboutir à un résultat donné. Et naturellement, nous nous focalisons tous là-dessus. Et lorsque un pays est en passe de montrer un maximum de capacité à réaliser ce que les ONG et toutes les institutions qui sont mises en place pour la circonstance trouvent, on va dire, honorable, ben, tout le monde est content parce qu'on dit que ce pays-là, c'est un modèle. Et pourtant, le modèle en question, c'est peut-être que, tout simplement, il y a une sorte de liberté, effectivement, mais les grandes questions de développement, les grandes questions qui font qu'un pays devient puissant, ces questions-là sont complètement abandonnées. Personne ne nous félicite pour la qualité de notre éducation. Personne ne nous dit que nous avons une mauvaise qualité d'éducation qui peut être préjudiciable dans l'avenir. Personne ne nous parle de la qualité de notre système de santé. Personne ne nous parle de la qualité de notre système agricole. Alors que nous pouvons nourrir le monde entier, que nous en avons le potentiel. Personne ne nous parle de ça. Mais tout le monde nous dit soyez libres et tout ira bien. Faites la démocratie. Et il y a des gens qui sont allés à l'école pour n'apprendre que ça et qui nous mettent dans la tête tous les jours qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer. Vous voyez, il y a toute une problématique à gérer pour éviter que tout le continent se retrouve à passer par la case Mali, Burkina et Niger. Parce que les mêmes causes finissent toujours par produire les mêmes effets. Et si des gens qui ont chassé Blaise Compaoré du pouvoir avec le balai citoyen parce qu'ils en avaient marre, se retrouvent aujourd'hui à applaudir quand toutes les libertés sont mises en parenthèse, bah, je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Et ce problème doit trouver solution par une approche, il me semble que ce n'est pas une approche de réflexion collective, en mettant les choses sur la table et en cessant d'être hypocrite. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous faisons une grosse hypocrisie autour de la question de la gouvernance. On ne fait pas une hypocrisie. On fait de l'hypocrisie. C'est le modèle de gouvernance actuel en vogue et les scientifiques se sont attelés à montrer que c'est le meilleur modèle de tous les systèmes. Oui. On l'adopte aussi. Vous avez au pouvoir des gens qui font des efforts pour que le pays sorte de l'ornière et vous avez en face des citoyens du même pays qui font en sorte que le pays recule. Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire la fonction des uns est de faire avancer le pays et la fonction des autres est de paralyser le pays. Ça ne peut pas marcher. On est pris en deux feux. Ça ne peut pas marcher. On est pris en deux feux. L'extrême, enfin les deux extrêmes, je veux dire. Et les deux extrêmes ont l'impression véritablement de jouer leur rôle en tant que citoyens patriotes. Ils sont convaincus de jouer leur rôle en tant que citoyens patriotes. Donc, quand certains tirent à gauche et que les autres tirent à droite, les forces se neutralisent. Le pays ne peut pas avancer. Vous voyez? Et pendant qu'on se chamaille autour des avantages et des privilèges de la gouvernance, on oublie complètement qu'il y a l'agriculture, il y a la science, il y a la santé, il y a le commerce qui doivent prospérer pour que les citoyens se sentent heureux et libres. Mais personne ne s'occupe de ça.
Et personne ne nous parle de ça. Et nous sommes focalisés sur des questions, je vais dire, chimériques, parce que, en réalité, quand le niveau de conscience est élevé, quand le niveau de responsabilité est élevé chez le citoyen, on ne parle plus en réalité de ces petites questions de droits. Les droits de l'homme, tout le monde les respecte parce que vous avez un niveau de conscience qui vous permet de savoir jusqu'où vos droits commencent et où ça s'arrête. Où vos droits commencent et jusqu'où ça s'arrête. Vous savez ça parce que vous avez un niveau de conscience élevé. Mais quand personne ne s'occupe du niveau de conscience des citoyens, de l'élever au, on va dire, au standard de la démocratie que nous avons envie de vivre, et que dès qu'un citoyen a le pouvoir, sa première réaction, c'est d'utiliser ce pouvoir et d'en abuser à un point que les personnes pour lesquelles il est censé travailler pour l'épanouissement, ces personnes se retrouvent en difficulté. Donc, on a un problème. Et c'est sur l'homme qu'il faut travailler. Les systèmes politiques n'ont pas de problème. Les systèmes politiques valent ce qu'ils valent. Et les systèmes politiques peuvent fonctionner partout, à condition que les hommes soient en phase avec ce système et soient formés, ou même, je vais dire, formatés, de façon à ce que ce système fonctionne à travers eux. Mais ce n'est pas tout à fait le cas dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait le cas. Est-ce que notre façon de voir justement ces régimes ne dépend pas justement de la perception qu'on nous impose depuis l'Occident, de sorte à ce que nous pensons que tout ce qui ne fait pas démocratie et dictature, et à partir de ce postulat, la mésentente s'installe et on dérive. Oui, très bien, vous avez bien compris. Ça, en fait, c'est ça. Tout ce qui n'est pas démocratie est dictature. C'est notre conception. Et qu'est-ce qui est démocratie, en réalité? C'est aussi ça. Et jusqu'où va la démocratie? Il n'est pas dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas de problème des droits de l'homme. Il y a même de très gros problèmes des droits de l'homme aux États-Unis. Et la communauté noire, si elle doit s'exprimer très librement, vous dira à quel point elle est malaisée dans sa vie quotidienne aux États-Unis. Il y a des problèmes des droits de l'homme en France. Il y a des problèmes de droits de l'homme partout. Mais lorsqu'Amnesty International fait son rapport, vous n'avez pas le sentiment que dans ces pays-là, il y a le même problème. Il y a le même problème que chez nous. C'est chez nous qu'on met l'accent sur des choses très ordinaires. Je ne veux pas dire que ces statistiques, ces références, ces études sont conçues de sorte à être... Ces instruments sont mis en place. Manipulés ou... Ces instruments sont mis en place justement pour manipuler l'opinion africaine. Ah oui, sérieusement. Mais il y a quand même que des conditions et un contexte sont là, qu'on a quand même des statistiques qui illustrent bien. Quand par exemple le médecin célèbre de l'art des Congo dit qu'on viole quoi? Combien de femmes? 4 femmes par seconde sur son territoire. Il y a que les réalités sont là. Et donc les droits de l'homme sont violés. Vous savez qui sont ceux qui sont à l'origine de ce problème qui amène les hommes à se violer les uns les autres. On ne va pas accuser les autres tout le temps de nos mots. Mais les autres se servent justement des nôtres pour aboutir à des résultats. Vous voyez, le peuple libyen faisait partie des peuples qui vivaient un peu comme dans un paradis sur terre. Il y avait des problèmes des droits de l'homme, c'est sûr. Mais c'était un peuple qui vivait comme dans un paradis sur terre. On ne payait pas l'électricité, on ne payait pas l'eau, on ne payait pas la scolarité des enfants, on ne payait pas la santé. Mais ça dit que le citoyen libyen était véritablement dans un bonheur sans fin. Et on a juste dit aux citoyens libyens, tu n'es pas libre. C'est tout ce qu'on lui a dit. Mais tu peux être bien plus libre que ça. Tout ce que tu as là, mais c'est rien comparé à la liberté. Va rechercher ta liberté et quand tu seras libre, tu seras plus heureux. Ils ont recherché la liberté. J'ai appris hier qu'ils ne sont même plus capables de sortir de leur maison depuis quelques jours parce que c'est entre eux. Ce n'est pas d'autres personnes qui viennent les agresser. C'est entre eux. Donc on s'est arrangé pour que des Libyens deviennent les ennemis des Libyens. Et pendant ce temps, ça sert des intérêts. C'est ça la réalité. Donc pendant que nous nous tirons dans les pattes, que nous nous focalisons sur les questions chimériques des droits de l'homme, de démocratie et de tout le reste, il y a des gens que ça sert dans le monde. Parce que notre sommeil leur profite. Ils prennent de l'avance et ils se servent de nous en nous piégeant. Parce qu'à la fin,
ce sont nos ressources qui finissent par les aider à régler leurs problèmes. Et quand nous ne leur permettons pas d'avoir nos ressources, ils s'arrangent pour qu'entre nous, nous commencions à nous battre de façon à ce que nous nous détournions tous des ressources qu'ils viennent prendre. Vous voyez? Donc, il y a une sorte de géostratégie mondiale qui nous oblige aujourd'hui à nous dessiller les yeux, non pas pour copier à l'identique ce que font les autres, mais pour nous appesantir sur notre propre situation et définir notre avenir. Nous ne définissons même pas notre avenir. Les autres, quand vous prenez n'importe quel pays, ils ont une réflexion stratégique sur des centaines d'années, au minimum sur des dizaines d'années. Où est-ce qu'ils vont dans les 10, les 20, les 30 prochaines années? Ils le savent. Et ils savent mettre en place les stratégies qui les conduisent à leur point de chute qu'ils ont défini. Nous ne savons même pas où nous allons. Tout ce que nous savons se limite à 2026. Personne ne va au-delà de 2026. Nous voulons prendre le pouvoir en 2026. C'est tout le but. Mais quand on a pris le pouvoir et après, personne ne le dit. Vous entendez quelqu'un le dire? Vous entendez quelqu'un dire ce qu'il vient faire en 2026? Il n'y a pas un contexte qui favorise le débat et chaque parti politique est focalisé justement dans un silence. C'est de ça que je vous parle. L'horizon de tout le monde, c'est 2026. C'est une tristesse. Mais après 2026? Et en 2036, où sera notre pays? On pourrait projeter 2036. Et en 2050, où sera notre pays? Il y a des études de perspective à long terme qu'on essaye de définir et qu'on met dans des bouquins que personne ne lit. Que personne ne lit. Comment ça, personne ne lit? On a fait à l'affaire 2025, on a fait un léger chemin. Est-ce que nous l'avons partagé? On l'a fait. Est-ce que le citoyen ordinaire... ODD 2030, on est sur le chemin. Non, ça ce sont des concepts que les autres ont conçus pour nous. Oui, qui nous permet quand même d'avoir une référence. Et qu'est-ce que nous concevons nous-mêmes? C'est à partir de ça qu'on s'est dit, il faut que tout le monde ait de l'eau potable, par exemple. Est-ce que vous trouvez logique que ce soit les autres qui conçoivent des programmes pour que nous ayons de l'eau potable chez nous? Que nous puissions donner de l'eau à nos concitoyens? Vous trouvez logique que ce soit d'autres personnes qui conçoivent ça? Mais c'est pas et qui nous l'imposent, et qui évaluent. On dit que c'est pour le monde entier. Ça veut dire que pour tous les pays du monde. Donc si les autres n'avaient pas conçu ça, nous, on ne ferait rien. Parce qu'à côté de ce que les autres ont conçu, nous devons, à côté de ce que les autres ont conçu, nous devons avoir, nous aussi, notre plan de progression dans l'avenir. Nous ne l'avons pas. C'est pour ça qu'il y a des problèmes partout. Parce qu'on improvise au jour le jour et la limite de nos projections, c'est la prochaine élection présidentielle. Il n'y a que ça. Il faut que nous nous installions au pouvoir. Et comment on fait pour que lui il dégage? Comment on fait pour que, s'il ne dégage pas, on soit quelque part à côté pour profiter du pouvoir? Il n'y a que ça comme objectif. Ça ne peut pas nous conduire à bon port. Donc, moi, je considère qu'il n'y a pas de stratégie réfléchie, conçue, pensée pour sortir les pays africains de leur situation. Et cette situation, ça ne devrait même pas concerner un seul pays. Nous avions eu la chance, par exemple, d'avoir la CEDEAO qui ne faisait peut-être pas tout à fait les choses comme moi je le dis là. Mais la CEDEAO, quand même, concevait un certain nombre de choses et nous étions en train de progresser tout doucement dans une sorte d'harmonie. Suivant les référents et les standards des autres. Oui. Toujours. Toujours. Parce que, en fait, c'est ça qui a fait défaut. Mais lorsque ce sont les autres qui financent toutes vos activités. Parce que justement, on n'a pas les sous. Ça, on n'a pas les moyens. On ne peut pas faire l'amour face à ce que les gens nous proposent et qui viennent d'ailleurs, même si cela ne nous arrange pas. C'est scandaleux de dire que nous n'avons pas les moyens de concevoir une politique pour nous. C'est scandaleux. Comment ça? Il ne faut pas de l'argent, c'est de la réflexion qu'il faut pour avoir un plan. La réflexion, il faut passer à l'action. L'action appelle de l'argent. Mais quand le président Patrice Talon arrivait au pouvoir en 2016, je me rappelle qu'il disait que il se faisait fort de nous montrer que notre pays est riche. Et ma foi, je pense qu'il a réussi à nous montrer que notre pays est riche. Alors, mais il le montre tous les jours en nous obligeant à contribuer à la richesse. C'est nous-mêmes qui contribuons à la richesse. Les impôts, les taxes qui nous écrasent là. C'est ça, la richesse.
C'est ça la richesse. Comment s'affamer, se priver et mettre dans la caisse de l'État, c'est ça être riche? Vous connaissez un pays dans le monde où la richesse s'est créée autrement? Oui, on a donné C'est l'exemple de la Libye, vous avez donné l'exemple des pays arabes aujourd'hui qui ont beaucoup de pétrodollars et qui investissent. Mais nous n'avons pas de pétrole. Dans le système. Nous n'avons pas d'or. Enfin, nous n'en exploitons pas. Même si dans les livres d'histoire, je me rappelle comment on a appris que mon pays a de l'or. Apparemment. Depuis que je suis né, cet or n'a jamais été exploité. Pourquoi? Ah, moi, je ne sais pas, on a peut-être Donc, pas... soit on m'a menti en me disant qu'il y avait de l'or, soit nous sommes d'une carence extraordinaire pour ne pas exploiter une richesse, quelque chose qui fait notre fortune. Mais pour ça, il faut se projeter, il faut avoir un plan qui ne se limite pas à la prochaine élection présidentielle. Parce qu'à la prochaine élection présidentielle, quelqu'un d'autre peut prendre le pouvoir. Et ça ne devrait pas arrêter un plan stratégique. Quel que soit celui qui prend le pouvoir, un plan stratégique bien conçu doit pouvoir continuer de se dérouler. Et nous aurions dû déjà continuer par exploiter de l'or s'il y en avait, par exploiter du pétrole s'il y en avait, par exploiter du fer à Lumbu, comme on a appris en histoire, que je n'ai jamais vu. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais à quel moment on commence à l'exploiter? Vous voyez, je ne sais pas quel pays disait qu'il fallait pomper le pétrole, le Ghana, qui disait la semaine dernière, dont le président disait qu'il fallait pomper le pétrole jusqu'à ce que les pompes n'en puissent plus. Parce que bientôt, les énergies fossiles ne seront plus d'actualité et que ça ne servirait à rien d'avoir tout plein de pétrole dans le sous-sol dont on ne peut plus rien faire. Donc c'est maintenant qu'il faut pomper. Alors nous pompons quoi maintenant? La démocratie. Revenons justement à ces pays qui progressivement glissent, je dois dire, de leur contexte de démocratie vers un autre contexte qui, ma foi, est applaudi quand même par la population. On a quand même bien l'impression que la population adhère sérieusement et sincèrement, que ce soit, mettons, à Ouagadougou, à Bamako ou un peu plus ailleurs. On a l'impression que le peuple se retrouve, sinon les jeunes se retrouvent dans ce schéma-là. Ou alors, on adopte un mécanisme ou un système où c'est les militaires qui nous dirigent, peut-être avec l'espoir que l'expérience ne va pas être la même que ce que nous avions connu entre 1960 et 1980, ou bien on choisit de retourner à la royauté. La création de l'hybridisme auquel vous appelez va être, je dois dire, un autre univers qui va être difficile à expérimenter, non? On ne peut pas choisir un roi. Peut-être un chemin des inconnus. On ne peut pas choisir un roi pour le Bénin. On ne peut pas. Parce qu'il y a une telle différence de culture, une telle variété de traditions, qu'il ne peut pas y avoir un roi pour le Bénin. On peut peut-être créer un parlement où c'est le roi qui décide et peut-être le chef de l'État applique. Je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a une multitude de solutions qu'on peut essayer de trouver pour régler un problème. Il n'y a pas qu'une solution ou deux pour régler un problème. Et nous n'avons pas notre intelligence pour que ça ne serve qu'à copier et à imiter. Nous devons nous servir de notre intelligence pour créer un système qui, ma foi, rassemble tout le monde. Parce que, c'est vrai, la démocratie, il y a certains parmi nous qui la vendent et qui la vendent très cher. Mais le citoyen ordinaire ne ressent pas la démocratie comme un bien particulier. Ah oui? Non. Son sentiment d'aller, de venir au célébrement, de pouvoir injurier, comme vous dites, le président sans être... Il n'y a que ça qui fait la différence. Il n'y a que la possibilité d'injurier le président en toute impunité qui fait la différence. Sinon, même dans les pays où on dit de dictature, parce que la dictature, ce n'est pas nous qui la fabriquons. Ce sont les Européens, les Occidentaux qui veulent faire tomber un chef qui en font un dictateur. C'est ça aussi la vérité. Ce n'est pas nous qui décidons que notre chef est un dictateur. Ce sont les autres, lorsqu'ils veulent faire tomber votre chef, qui vous mettent dans la tête que c'est un dictateur parce que vous n'êtes pas libre. On essaie incapable de lire les choses aussi objectivement. Mais bon, pourquoi est-ce que nous laissons les dictateurs s'installer si ça nous gêne?
au départ, ils ne nous montrent pas leur facette de dictateur. C'est progressivement, si Muammar Kadhafi s'est installé et est devenu dictateur comme on nous l'a présenté, on a vu d'abord au départ un jeune capitaine ou un jeune de l'armée qui a pris le pouvoir des mains du roi Sanusi mourant et qui a promis de changer les choses et qui a commencé à changer les choses. Puis après, ce qu'il est devenu, c'est ce qu'il est devenu et ça ne dépendait pas justement de la joie de départ des populations. Et si vous comparez aujourd'hui les points de vue des citoyens par rapport à ce qu'ils disaient hier avant que Kadhafi soit tué, vous verrez bien que les citoyens, ils ne savent même pas exactement ce qu'ils veulent. Vous verrez que s'ils savaient, les citoyens, ils ne feraient pas ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai eu le temps d'écouter beaucoup de radios libyennes parce que j'ai eu la chance de vivre par là-bas. Beaucoup de radios libyennes sur lesquelles les citoyens disaient « Mais qu'est-ce que nous avons fait ?» Ah ouais? Mais qu'est-ce que nous avons fait? Et j'ai entendu les responsables de la transition venir à la télé dire « Mais ce n'est pas ce qu'on nous avait dit. » Parce que c'est des Libyens qui étaient en exil, qui vivaient à l'étranger, et à qui on a mis dans la tête que la misère qui sévissait dans leur pays, le niveau de dictature avait atteint un seuil et qu'il fallait aider leurs frères. Mais ils ont eu l'honnêteté de dire, nous ne savions pas que c'était. C'est après que nous avons su qu'ils nous ont raconté des histoires. Et je l'ai entendu dire, c'est pas qu'on m'a raconté. Les responsables de la transition libyenne. Ce qu'on nous a dit. Parce que nous avons eu même des images, même jusqu'ici chez nous, nous avons eu des images de la Libye où Kadhafi massacrait les citoyens. Alors qu'il ne se passait rien du tout. C'était les images de l'Irak que les gens sont allés chercher pour... Voilà. Donc, c'était de la manipulation parce qu'il fallait faire tomber Kadhafi. Bon, les citoyens ont marché. Aujourd'hui, ils se posent des questions. Parce qu'ils ne retrouveront plus jamais la Libye d'avant Kadhafi, la Libye de Muammar Kadhafi. Ils ne retrouveront plus ça, c'est fini. Donc, je pense que dans toute société, il y a des choses qu'on partage en commun, il y a des valeurs qu'on partage en commun et qui nous font avancer ensemble. Tant que ces valeurs ne sont pas antinomiques avec la dignité de l'homme, avec le respect d'un certain nombre de choses, nous pouvons continuer de les partager. Et c'est vrai que dans notre culture, les rois étaient des demi-dieux et parfois même de vrais sanguinaires qui disposaient de la vie des uns et des autres, un peu comme si ça ne comptait pas. Mais cette étape est passée il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, il y a des valeurs que nous partageons. Toujours. Le droit d'aînesse, c'est toujours quelque chose de très important dans notre culture. La chefferie, c'est toujours quelque chose de très important dans notre culture. Le roi représente encore quelque chose de sacré dans notre culture. Et si dans cette même culture, lorsque vous êtes à la maison, vous vouez beaucoup de respect à votre chef de collectivité, et qu'une fois que vous sortez de là, le président de la République, lui, c'est une serpillière sur laquelle vous pouvez essuyer vos pieds, il y a là des réalités antinomiques qui font que nous vivons dans une sorte de dualité. Et il faut travailler à ce qu'il n'y ait plus de dualité, mais qu'il y ait une sorte de complémentarité, c'est-à-dire qu'il y ait un socle constitué de l'ensemble des valeurs que nous défendons et que nous prenions, que nous empruntions aux autres, ce qui fait un peu plus de charme dans le respect des droits de l'homme, dans la dignité humaine, dans la dignité de l'homme, par exemple. Mais nous ne pouvons pas continuer de vivre dans cette dichotomie qui fait que, à un moment, les gens se disent rien que la démocratie et rien d'autre. Et puis le lendemain, quelqu'un arrive et dit non, la démocratie, on n'en veut plus. Parce que peut-être on est dans une sorte d'expérimentation. Cette expérimentation devient de plus en plus longue et je pense qu'il n'y a personne qui nous aide véritablement. En réalité, tous ceux vers qui nous nous tournons lorsque nous avons des problèmes, en pensant qu'ils sont les arbitres qui peuvent nous aider à avancer, sont les mêmes qui ont intérêt à ce que nous soyons en train de nous déchirer. Parce que pendant que nous nous déchirons, il y a des avantages. J'ai peur que l'Africain, le peuple africain, en cherchant justement savoir, comme vous le dites, et en revenant sur ses pas,
ne reviennent pas remarquer qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé dans ce qu'il avait laissé. Si au départ on avait une réalité qui peut-être concédait à cette place, à la morale, etc., et aux autorités morales d'aujourd'hui, on appelait les rois, etc., le temps que nous avions passé à nous immerger dans la démocratie et dans les valeurs des autres nations nous a certainement transformés d'une manière ou d'une autre, et nous avions abandonné entre-temps aussi nos réalités que nous avions héritées de nos parents. Alors si nous choisissons d'y retourner, c'est sûr que nous n'y retournons pas en tant que fils intégral tel que nous sommes partis. Donc, parce que nous sommes des hybrides maintenant. Nous sommes des hybrides maintenant. L'adaptation va être une épreuve terrible. Mais il ne s'agit pas de retourner. Il s'agit de se rendre compte de ce que nous sommes et d'en tenir compte. C'est tout. Et notre état d'hybridisme ne nous permet pas justement de nous définir clairement et de choisir le chemin qui nous convienne. Ah ben, il va falloir pourtant le faire. Parce qu'une société hybride est condamnée à tourner en rond comme nous le faisons. La société doit avoir une ligne bien claire, connue par tous, une ligne partagée par tous. Nous ne devons pas chercher absolument à ressembler à qui que ce soit. Les Chinois ne ressemblent à personne. Les Russes ne ressemblent à personne. Les Japonais ne ressemblent à personne. Les Américains ne ressemblent à personne. Mais pourquoi nous voulons ressembler à d'autres personnes? Pourquoi? Nous sommes qui nous sommes. Notre réalité africaine est partagée par tous les Africains et pourtant nous ne sommes pas panafricains. Nous ne pouvons rien faire ensemble. Parce que les autres trouvent toujours le mécanisme de nous diviser. Et le mécanisme ne provient que de ce qui vient d'ailleurs. Parce que nos valeurs ne sont pas des valeurs de division. Le continent africain est le seul sur lequel, partout, vous verrez des gens manger à plusieurs dans une assiette. Nous avons l'habitude d'être ensemble. Mais le panafricanisme n'est qu'un discours depuis Kwame Nkrumah. Et pourtant, ça aurait pu être une réalité. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers cette réalité? La division que les autres sèment entre nous, en nous imposant ce qui n'est pas dans notre culture et qui, manifestement, nous divise parce que autour de ces valeurs qui nous sont imposées, il y a les intérêts et ce sont les intérêts qui sont la pomme de discorde. Alors, nous sommes en train de tout remettre, enfin, je dis nous, certains pays notamment sont en train de tout remettre sur le tapis pour revoir tout ça. À quoi est-ce que ça pourrait aboutir, ce changement à 180 degrés? C'est une excellente question que vous posez et je pense qu'il n'y a que l'avenir qui pourra nous situer sur cette réponse. Là, on est sûr de tomber dans les mêmes travers, hein, si on ne sait pas projeter ce que nos actes d'aujourd'hui peuvent avoir comme conséquence. Et vous êtes parfaitement en train d'exprimer ce que je disais depuis plusieurs jours sur cette émission. C'est-à-dire qu'il faut que nous sachions prendre la mesure des choses maintenant et que nous sachions comment nous réorganiser pour que ce qui arrive aux autres ne nous arrive pas forcément. Parce que, comme je vous l'ai dit, les mêmes causes finissent toujours par produire les mêmes effets. Vous ne pouvez pas avoir une nature intrinsèque et travailler tous les jours à être ou à ressembler à quelqu'un d'autre. Il arrivera toujours un moment où votre nature prendra le dessus. C'est pour ça qu'il faut tenir compte de notre nature intrinsèque et puis emprunter ce que nous pouvons emprunter ailleurs pour construire ce qui nous ressemble. Pour construire ce qui nous ressemble. Parce que soit c'est la démocratie, soit c'est la dictature, ça finira toujours par... les remises en cause. Ces remises en cause finiront toujours par arriver dans tous les pays. Pas dans tous les pays. Vous voyez que même là où on n'a pas fait le coup d'État, le président en exercice se considère à la fin comme un roi et il ne comprend même pas pourquoi on lui demande de partir. Ouais. Et il y a les règles démocratiques qui disent qu'il doit partir, mais lui, dans la société qu'il gère, il regarde les hommes qui l'entourent, qui lui disent tous les jours, papa, tu ne pars pas. Parce que c'est ça, l'une des, on va dire, l'un des symboles de ce que nous sommes, c'est que nous avons fini par appeler nos présidents les pères de la nation. Il nous faut des papas. C'est inscrit dans les constitutions. Hein. Il nous faut des papas. Vous voyez, c'est ce que nous sommes. Des enfants à papa. Et comme il n'y a pas de papa et qu'on demande aux enfants entre eux de se débrouiller pour gérer, vous voyez bien que l'entente ne sera jamais facile. Mais à la fin, on a vu quand même que les nations au-delà de l'Afrique hein, sont des nations, mettons, je ne vais pas dire les nations, les peuples, sont des peuples inconstants.
qui sont toujours dans, je dois dire, le retournement des situations et le regret des situations passées. On a quand même vu que ça aux États-Unis, en France ou même mettons, en Asie, des peuples commençaient à remettre en cause des choses qu'on supposait à succès chez eux. Peut-être parce que c'est des peuples, mettons, à nostalgie, peut-être parce que c'est le monde qui veut se donner une autre orientation. Est-ce qu'il faut faire une fixation sur ce qui se passe en Afrique plutôt que de faire une lecture holistique et de constater qu'en fait l'humanité elle-même est en crise avec elle-même et qu'elle se cherche un chemin? Non, les situations amènent les hommes à retrouver leur nature intrinsèque. C'est ça. À un moment, par exemple, les Américains étaient des altruistes qui voulaient sauver le monde. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les problèmes qui entourent les Américains et les problèmes qui se posent dans le monde amènent les Américains à regarder dans une direction qui n'arrange que l'Amérique en priorité. L'Amérique d'abord. Et ils ont voté pour ce programme. L'Amérique d'abord. Les hommes, où que se posent les problèmes, sont en train de retrouver leur valeur, leur nature intrinsèque. Et qui n'a rien avec des systèmes... Ils veulent éloigner les autres pour se retrouver entre eux. En fait, c'est ça. Les hommes veulent éloigner les autres pour se retrouver entre eux. Parce que ce sont les autres qui ont apporté les problèmes. Le problème, ce sont les autres. Et ici, ce n'est pas que les autres. C'est la culture des autres. C'est la science des autres. C'est le système politique des autres que nous avons tous importés et qui, manifestement, à un moment, commence par devenir un problème. Parce que c'est incompatible parfois avec notre nature intrinsèque. Et il arrivera forcément un moment où cette nature finira par prendre le dessus. Ça arrivera. Et vous verrez que les jeunes qui aujourd'hui ont commencé par tourner le dos à la démocratie seront les premiers demain à dire... À déchanter? Pas à déchanter, mais à dire le Bénin d'abord, l'Afrique d'abord. En fait, c'est ça. C'est le mot d'ordre que vous entendrez demain. Le Bénin d'abord, le Togo d'abord, le Niger d'abord, et puis peut-être plus tard l'Afrique d'abord. Mais si nous ne passons pas par cette étape-là, nous ne nous retrouverons jamais. S'il n'arrive pas un moment où on dit le Bénin d'abord, ben, croyez-moi, on ne trouvera jamais la solution. Mais on va s'enfermer dans cet isolement où chacun... Ce n'est pas un isolement, c'est pourquoi je le dis. Dans sa maison, non, c'est pourquoi il ne veut pas regarder au-dessus. Il ne s'agit pas de s'enfermer du tout. Il ne s'agit pas du tout de s'enfermer. Même si, pour se retrouver, certains se sont enfermés, comme les Chinois, les Russes, ils se sont enfermés pour se retrouver. N'est-ce pas? Mais nous, il ne s'agit même pas de nous enfermer. Il s'agit de donner la priorité à ce qui nous arrange. Mais il y a trop de bruit dehors qui nous empêche de nous concentrer sur ce que nous sommes. Et c'est exprès, oui. Et c'est exprès que le bruit est fait. C'est exprès que tout ce bruit est fait. Et c'est exprès que certains parmi nous sont conditionnés pour reproduire le bruit à l'interne. Et ce sont les personnes que nous prenons au sérieux parce que nous disons, quand ces personnes-là parlent, il faut les écouter parce que ce sont des éminents spécialistes. Mais spécialistes de quoi? Spécialistes de l'importation de ce qui appartient aux autres. Nous avons maintenant besoin de spécialistes de questions endogènes. Qui sommes-nous? Comment est-ce que nous allons d'un point A à un point B? Il faut que nous nous entendions là-dessus. Comment est-ce que nous y allons sans tenir compte des autres? D'abord, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, comme le monde est planétaire, comment est-ce que nous faisons en nous intégrant aux autres pour aller? Mais il faut définir ce que nous sommes, définir où nous voulons nous rendre, quel est le point que nous voulons atteindre et quelles sont les valeurs qui nous amènent à atteindre ce point qui est devant nous et en combien de temps il faut l'atteindre. Parce que personne ne se bat pour que notre pays ait le meilleur système scolaire du monde. Mais je trouve ça effarant. Chacun sait que c'est la clé du succès. Chacun sait que pour gagner l'avenir, il faut que la scolarisation d'aujourd'hui soit au top. Chacun le sait. Chacun sait que le système éducatif est le socle sur lequel on s'appuie pour avoir un avenir certain. Tout le monde le sait. Mais qui se bat pour ça? Tout le monde se bat
pour que la qualité de la démocratie nous permette de dire nous sommes le premier pays démocratique d'Afrique. Et après? Et après? Quel avenir on prépare pour les jeunes? Oui, mais à partir de la démocratie, on pourra définir ensemble quel système d'éducation. Mais les autres n'ont pas attendu d'être des pays démocrates pour le faire. Ah oui? La Corée a le meilleur système éducatif du monde. Pas la Finlande. Comment? Pas la Finlande. Ah, ben la Finlande a aussi un très bon système. Enfin, ils sont un certain nombre, en tout cas, qui ont travaillé à avoir le meilleur système éducatif du monde. Mais la Corée, à ce que je sache, n'est pas la nation la plus démocratique qui soit. Donc on privilégie tout sur la démocratie, alors que nous avons aussi des urgences. Et c'est ça qui fait le problème. La Chine, on a beaucoup de problèmes. Le système éducatif chinois est programmé pour que nous soyons dominés pour les 200 prochaines années. Le système éducatif de la Chine est programmé pour que nous, là, nous soyons dominés pour les 200 prochaines années. Mais et nous, pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne nous occupons même pas de notre système éducatif parce que pour nous, ce n'est pas une valeur importante. La valeur importante, c'est la liberté de s'exprimer, la liberté de marcher, la liberté de bloquer le pays quand nous en avons envie, la liberté d'arrêter de travailler quand nous en avons envie, la liberté d'injurier qui nous avons envie d'injurier. Bon, bref, c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Mais quand on a fini de faire ça, où allons-nous? C'est la question fondamentale que nous devons nous poser tous les matins en posant quelque acte que ce soit sur le plan politique. Où allons-nous? Voilà la question. En attendant que l'éducation prospère, qu'on se concentre là-dessus, que ça prospère, il faut quand même que nous trouvons le moyen, en tout cas pour les générations actuelles, d'inscrire ou d'introduire dans notre quotidien, dans notre façon de faire, justement, des valeurs qui nous changent pour demain. Et là, notre hybridisme ne nous permet pas du tout de faire les choix et de réagir convenablement, justement, face, je dois dire, à nos défis et à nos projections. Nous avons de la ressource. Ah ouais? Il y a du génie au Bénin. Ah oui, tout le monde a été éduqué à l'école de blanc. Et le problème que nous avons, c'est que peut-être il y a trop de génie. Ah, tiens. Trop d'intelligence. Et que ces intelligences-là se manifestent en se neutralisant. Et c'est peut-être ça le problème que nous avons. Donc, oui, trouver le moyen de positiver, de mettre toute cette intelligence, tout ce génie en synergie pour construire quelque chose qui nous fait tous avancer. Nous avons le potentiel pour le faire. Que personne ne s'y trompe. Il y a beaucoup de génie et d'intelligence dans notre pays. Personne ne doit nous dire le contraire. Ce qu'il y a, c'est que nous devons cesser de penser qu'il y a des gens qui sont plus patriotes que d'autres. Il y a des gens qui sont plus visionnaires que d'autres. Il y a des gens qui sont plus qualifiés que d'autres pour diriger le pays. Nous devons cesser de penser ça et mettre en synergie tout ce génie, toute cette intelligence pour que ce pays sorte de l'ornière. C'est Carlos Oki, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.